Carissimi tutti, Sawabona, le docteur Rando Redotto depuis le beffroi du palais communal de Conseillonne. Alors, un autre métacom pour aujourd'hui, car j'ai remarqué qu'il y avait un débat houleux en cours dans vos commentaires. Des commentaires d'ailleurs très intéressants pour lesquels je vous remercie. Il est clair que, bien entendu, ces métacom, je ne les fais maintenant que de façon unscripted, si on peut dire, donc ne sont pas forcément structurés. Donc là, je ne donnerai que des points de vue très concis en réaction à vos différents commentaires, laissant pour d'éventuels approfondissements à d'autres vidéos, dans d'autres vidéos plus tard. Donc nous allons commencer avec le plus récent. Je vais partir du haut en bas. Nous avons là Max Less qui dit « Bonjour Dr Rando, j'ai beaucoup aimé votre métacom, j'en suis ravi, surtout le passage de la canalisation de son énergie sexuelle. J'ai moi-même essayé à plusieurs reprises de faire une abstinence complète, mais après 4-5 jours, je commence à avoir de la difficulté à dormir. J'ai cru que c'était à cause de la testostérone montant, alors je me suis mise à m'entraîner tous les jours, mais ça ne m'aide que très temporairement. Avez-vous un truc pour trouver le sommeil, car je suis étudiant, le sommeil est important. Merci pour votre temps. » De rien, Max Less. Alors, c'est une question assez intéressante. Justement, le sommeil est très important. Juste en passant comme ça, le sommeil est carrément autant important que le travail en soi. Et après, canalisant ce que tu te dis, j'ai moi-même essayé à plusieurs reprises de faire une abstinence. J'ai cru que c'était à cause de la testostérone. En fait, à t'entendre, on avait l'impression qu'après tu es arrivé à la conclusion qu'en réalité, ce n'était pas du fait de la testostérone. Mais attention, c'est précisément du fait de la testostérone que les premiers mois, les premiers jours, justement, tu as des difficultés à trouver le sommeil. Parce que justement, en général, la testostérone chez l'homme, au bout de 7 jours, le stock est au plein, quoi, au maximum. Et vu que malheureusement nous grandissons dans une société où on ne nous entraîne pas dès la tendre enfance justement à gérer cette énergie, c'est pour cette raison qu'après on a toutes ces difficultés à canaliser cette énergie-là. Et du coup après justement quelques jours tu perds le sommeil. En fait ce que tu dois faire ici c'est vraiment un travail de résistance. Un travail de résistance, c'est-à-dire que ça fait partie des différents sacrifices pour lesquels... des différents sacrifices que l'on doit faire justement pour pouvoir s'élever d'une certaine façon. Tu dois pouvoir supporter, accepter de te priver de sommeil peut-être 2, 3, 4, 5 jours, parfois même une semaine même comme ça, mais tiens-toi tranquille, au bout du compte, à un certain point, ton organisme, lorsqu'il est assez privé de sommeil, il cède naturellement, en ceci qu'à un certain moment, tu trouves le sommeil, il revient tout naturellement. Tout naturellement, et là justement tu te rendras compte que tu auras gravi d'une certaine façon un échelon, tu auras augmenté, tu auras grandi en puissance. Donc en fait, lorsque tu atteins ces 4-5 jours, tu ne dois surtout pas céder, tu dois juste tenir le coup. Tenir le coup. Oui, après à 3h, 4h, le sommeil ne vient toujours pas, comment dire, accepte cela, essaye bien entendu de prendre des mesures pour ne pas courir des risques, certains risques, tels que par exemple prendre le volant alors que tu n'as pas bien dormi. Dans ces moments-là, il est nettement préférable de prendre les transports publics, ou bien tu dois pouvoir aussi choisir la bonne période. C'est clair que tu ne devrais peut-être pas te priver de la sorte de sommeil dans une période dans laquelle tu es en train de préparer, je sais pas, des examens par exemple. Donc, tu choisis une certaine période dans laquelle tu es relativement libre. Comme par exemple cette période-ci, il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'examen. Et justement, tu te lances. Au bout des 5 jours, le sommeil ne vient pas, tu continues. Tu verras que si tu tiens le coup au bout de 2 semaines, après le corps il reprend tout simplement ses habitudes, c'est-à-dire après tu retrouves ton sommeil normalement, sauf que tu as augmenté d'un cran en puissance.
Et c'est la même chose pratiquement que tu dois faire à chaque fois, jusqu'à un point où tu te rendras compte qu'en réalité, et ça, je crois, Mokhtar le disait déjà dans son commentaire, dans le commentaire précédent, dans le Metacom précédent que j'ai fait, plus tu t'entraînes, plus ça devient naturel, ça devient vraiment naturel, en ceci que après, cette attraction qu'on a, qui est presque irrésistible, qui semble irrésistible, en réalité, peut être mise sous le contrôle. Absolument, sous notre contrôle. Donc, évidemment, c'est à approfondir davantage, mais bon, de façon générale, je crois que ces deux mots pourraient déjà t'orienter. Ensuite, nous avons le commentaire de Mokhtar El-Bachir. Je te remercie pour l'hommage rendu. De rien, Mokhtar. En fait, disons que je suis flatté que tu le dises, mais en réalité, le plus important ici reste vraiment justement la substance. C'est la substance en soi. Il est clair que lorsqu'une personne dit quelque chose de vrai, il est important, il est crucial justement d'avoir assez de bonne foi, de sincérité, si on peut dire ça comme ça, pour reconnaître cela, quoi. Indépendamment, par exemple, du cadre dans lequel la chose est dite, ou bien des précédents, quels qu'ils soient. Parce qu'après tout, notre objectif premier, parmi nos objectifs premiers, c'est la vérité, c'est les faits, c'est la justice, c'est l'équité, et j'en passe. Donc, et on continue. J'ai eu des propos un peu durs sous d'autres commentaires que tu as supprimés. Ah oui, bon, probablement. Je comprends tout à fait. J'imagine qu'en ayant écouté le contenu Mokhtar sur Internet, tu dois être familier avec la notion de Red Pill Rage. Forcément, oui, absolument. Qui est encore forte en moi, je dois l'avouer, mais si je commence à bien intégrer le fait que je serai seul toute ma vie. Je vois du courage, Mokhtar. Du courage, vraiment, oui, bon, ça se comprend. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, et beaucoup de manjaina aussi, qui très souvent s'attaquent de façon virulente à Mokhtar ou bien à n'importe qui, disant des vérités ou des faits sur les femmes, révélant des faits sur les femmes. Ces personnes-là, en réalité, répondent surtout à ce que Mokhtar appelle la Red Pill Rage, c'est-à-dire que cette colère que vous ressentez en vous lorsque vous vous rendez compte que malheureusement, les gynophores sont simplement, aujourd'hui, incapables d'amour, en ceci que elles, non seulement déjà en tant que ces esprits qui sont dans des corps de gynophores, c'est quelque chose qui ne leur est pas à portée de main, sinon à l'égard de leurs enfants, mais en plus aujourd'hui il y a le féminisme qui a créé cette société gynocentrique justement qui les éloigne encore davantage de la possibilité d'apprendre à aimer. Le seul moyen par lequel elles étaient encore capables d'aimer, c'était par la procréation, c'est par l'amour qu'elles développeraient éventuellement à l'égard de leur progéniture. Mais malheureusement, aujourd'hui même cette possibilité qu'elles avaient est de plus en plus en train d'être détruite, en train de s'estomper. Donc oui, c'est cela la Red Pill Rage. C'est de ça que Mokhtar parle, c'est-à-dire vous arrivez à un point, vous avez vécu par exemple avec une femme pendant 10, 20, 30 ans parfois, un de ces 4 matins, elle vous quitte, elle vous détruit, et vous vous rendez compte petit à petit qu'en réalité, elle ne vous a jamais aimé. Vous lui étiez simplement très très utile. Elle ne vous a jamais aimé. C'est quelque chose de très douloureux pour un homme. C'est littéralement très très douloureux. Très très douloureux. C'est ça la Red Pill Rage, lorsque vous découvrez. Donc, renoncer à la vie qu'ont eu tous mes ancêtres est très difficile. Et je t'assure que je te comprends parfaitement, Mokhtar. C'est une douleur par laquelle nous passons tous, absolument. C'est-à-dire que lorsque vous pensez au cadre familial dans lequel vous avez grandi, lorsque vous pensez à ces familles, à ces cadres, ces petites reproductions du paradis, comme j'aime bien le dire, lorsque vous y pensez, ça fait mal, que très probablement, il ne vous sera pas donné, vous n'aurez pas la possibilité de créer vous aussi un tel cadre afin d'appeler de jeunes âmes. Parce que c'est la chose la plus belle qui soit. C'est la chose la plus belle. Et justement, pardon, nous allons revenir
sur ce concept le bas avec les commentaires d'une certaine Sophie Haha qui justement est l'une qui a dit des choses assez intéressantes auxquelles vous avez même déjà répondu. Bon, mais continuons d'abord avec le commentaire de Mokhtar. Pardon. Donc ensuite nous avons sachant par ailleurs qu'il est dit dans l'islam que la procréation est la moitié de la religion. On entend souvent la notion que le mariage est la moitié de la religion ou la moitié de la foi. C'est faux. Il est dit que la moitié de la religion consiste en un nikah, sort du terme devenu aujourd'hui malheureusement alors qu'il s'agit d'un terme arabe tout à fait noble qui veut dire relation sexuelle licite, destinée à la procréation, donc relation dans le mariage, et donc par métonymie, le mariage lui-même. Oui, en fait, malheureusement aujourd'hui, on confond beaucoup les personnes, on a donné beaucoup plus, la société a donné trop d'importance au mariage, alors qu'en fait, c'est plutôt l'union. C'est cette union-là qui est quelque chose de crucial. Par contre, ce qui compte aujourd'hui, dans la société, c'est le mariage, c'est-à-dire le statut, les avantages qu'on peut en tirer. En fait, quand on parle d'avantages, c'est surtout les gynophores. Parce que les hommes, eux, d'avantages du mariage, ils n'en tirent absolument aucun. Absolument aucun, malheureusement. Donc les hommes, en fait, eux, ils ont toujours été constants. C'est-à-dire que c'est des êtres qui produisent, qui ne trouvent leur valeur que dans ce qu'ils produisent pour la société. Donc, en fait, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Les femmes, elles, malheureusement, grâce au mariage, elles se sont mises dans la situation dans laquelle elles peuvent carrément exploiter un homme sans nécessairement lui donner la contrepartie que par le passé nos ancêtres, disons, donnaient à leurs hommes. C'est-à-dire que, par exemple, l'exclusivité de son corps ou bien une loyauté indéfectible. Grâce au mariage, les gynophores ont trouvé justement la solution magique pour pouvoir, comment dire ça, pour ne pas donner leur contrepartie, pour ne pas donner leur part, remplir leur part du contrat qui normalement, en théorie, devrait accompagner cette union, ce qu'on appelle aujourd'hui le mariage. Donc du coup, le mariage est devenu aujourd'hui quelque chose, un instrument tout simplement, un instrument d'enrichissement pour ces gynophores, pour la majeure partie des gynophores. C'est vraiment tragique. C'est une grande tragédie. Et c'est des thèmes à approfondir. Et là, vous avez une traduction de son commentaire que Mokhtar nous donne, très très intéressant. Je ne vais pas le relire, donc, mais de toute façon, il est disponible. Et justement, il précise pas de copyright là-dessus, je partage gratuitement. Merci Mokhtar. Ensuite, nous avons un commentaire de Max Lex. T'inquiète pas, la Red Pill Rage passe en quelques mois. Sinon, pour l'enfant que tu souhaites avoir, il n'y a rien qui t'empêche de rencontrer ailleurs. Oui, justement. Et ça, là, c'est la beauté du temps, c'est la beauté de la création. Pour autant forte une douleur puisse être, après, elle s'estompe. L'important, c'est de ne pas commettre de bêtises dans ces moments-là. C'est de ne pas commettre des bêtises. Vous savez, il y a des individus qui... Je vous voyais encore il y a quelques jours, ces hommes, certains hommes ici en Italie, des hommes qui sous la colère s'en prenaient aux femmes en étant violents. Mes chers amis, c'est une erreur à ne pas faire, absolument pas. Absolument pas de violence à l'égard des gynophores. Et ça pour différentes raisons. D'abord parce que commettre un tel acte de violence à l'égard du gynophore, c'est une preuve de faiblesse. C'est une preuve de faiblesse, de grande faiblesse. Ça montre à quel point vous êtes vous-même fragile. Vous n'avez pas besoin d'être violent. Vous ne devez pas être violent à l'égard de personne d'ailleurs. Et deuxièmement, si vous l'êtes, justement, la société dans laquelle nous vivons fait qu'elle est capable de vous détruire complètement. Pour ces deux raisons, il est important que vous appreniez justement à vous maîtriser. Et c'est pour cette raison que je dis aussi que sous l'effet de la Red Pill Rage, l'important c'est de ne pas faire de bêtises, parce qu'après ça passe. Les autres bêtises, par exemple, c'est ces individus qui s'enlèvent la vie. Vous rendez-vous compte?
un individu qui s'enlève la vie, c'est-à-dire qui se suicide parce qu'une gynophore l'a quitté, parce qu'une gynophore l'a trompé. C'est absolument terrible. C'est terrible. En fait, cette œuvre, la création, cette œuvre du créateur, disons comme ça, est si magnifique en réalité. Même lorsque vous vivez une telle colère, quelque chose, vous pouvez, disons que vous avez essayé autant que faire se peut, vous avez donné de votre mieux en tout et pour tout, mais elle vous a quand même trompé, elle vous a quand même quitté. Vous avez de la peine, vous avez toutes les raisons de lui en vouloir. Vous ne devez pas être violent ni à son égard, ni à votre égard, ni contre vous-même. Vous devez simplement sublimer cette douleur, la sublimer, la transformer. Vous pouvez utiliser cette rage justement pour faire de belles choses. Vous pouvez par exemple, je crois que l'un des moyens qui d'après moi est aussi le plus efficace, c'est que dans ces moments-là, lorsque vous êtes sous l'emprise de la colère, de la tristesse, lorsque vous êtes plongé dans vos larmes, pensez à donner un coup de main à des personnes qui se trouveraient dans une situation, disons, pire, disons, dans une... Pensez aux misérables, voilà. Pensez aux misérables. Je crois que... Et si alors vous ne vous contentez pas d'y penser, mais vous décidez par exemple de faire quelque chose pour eux, je vous assure que ça vous passe, vous vous sentez spontané comme ça, du jour au lendemain, vous vous rendez compte, vous avez la possibilité de voir votre douleur s'estomper. Il y a des centaines de millions d'orphelins, même dans votre petite ville, il y a des centaines de millions de centres pour vieillards, dans lesquels il y a des personnes qui seraient extrêmement heureux de recevoir la visite d'un individu qui viendrait leur témoigner de l'affection ou bien une certaine proximité comme ça. Ces personnes-là s'en trouveraient extrêmement joyeuses et vous serez reconnaissante pour cela. Et c'est là justement cette beauté de la création, en ceci que de cette façon, ce serait comme une symbiose. Là, vous serez en train de guérir d'un mal tout en donnant, en faisant du bien, en donnant, en apportant de la joie. Quoi de plus beau, mes chers amis? C'est quelque chose de nettement préférable, c'est carrément l'idéal, à un acte de violence. Donc, qui que vous soyez, si vous êtes sous l'effet de la Red Pill Rage, pas de bêtises, pas de violence, absolument pas. Donc ensuite, nous avons... Zarukful, tu nous as manqué, Doc. Prego. Et maintenant, ça sera, comment dire, on reprend le travail. Mais bon, là, je vous signale quand même qu'en réalité, je serai beaucoup plus actif sur la chaîne spirituelle. C'est beaucoup plus par là. Et ici, je crois que je ne tendrai qu'à faire des vidéos à l'occasion, justement, lorsque des personnes en sponsoriseront, sur des thèmes bien spécifiques. Mais en réalité, je serai beaucoup plus présent sur l'autre chaîne, parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, la psychologie sociale du génisme, MGTOW, c'est quelque chose de très bien, c'est très utile, c'est absolument utile, mais attention, revoyez bien la vidéo sur MGTOW sans un éclairage spirituel. Si nous continuerons avec MGTOW sans nous donner la peine de nous éclairer spirituellement, on finira par servir encore précisément l'élite. C'est-à-dire que ça profitera encore à l'élite qui nous a donné le féminisme. Ensuite, on continue. Brahim Kezum. Salut Brahim. Sinon, je remercie le créateur en premier, puis toi en second. Prego, de rien. Comme on le dit toujours, c'est en écoutant parler des gens qu'on est capable de développer sa pensée et de sortir à son tour quelques perles. Vrai, absolument vrai. Dans cette dialectique-là, l'échange, ça édifie. De tendre fort, on est capable. C'est en écoutant plusieurs fois des vidéos sur les deux chaînes que m'est venue l'idée de la possession démoniaque, surtout sur la vidéo, sur le fait qu'on ne peut pas être athée et être une bonne personne. En effet, les athées constituent la cible favorite de ces démons. Oui, exactement. Et c'est une chose que très peu de personnes
connaissent, savent. Très peu de personnes sont conscientes de cela. Et justement, un athée, par définition, se dit, bah, le monde des esprits et tout, bah, il n'y prête pas beaucoup de crédit. Et du coup, il devient un jouet, le jouet idéal pour ces esprits-là. Ça leur fait plaisir. Vous savez, le proverbe, la plus grande ruse du diable fut de faire croire à l'humanité qu'il n'existait pas. C'est très efficace. C'est très efficace. Et lorsque ceux qui s'améliorent spirituellement côtoient des athées sans crier gare, on voit leur possession en pleine action. Certains athées sont possédés sans qu'ils le sachent exactement. J'ai entendu une connaissance parler en arabe avec un bon accent, alors qu'elle est française et ne connaissait jamais cette langue. Précisément. En fait, il y a plusieurs cas. Il y a des exemples comme ça, des personnes, vous en rencontrez chaque jour justement, qui sont possédées sans toutefois le savoir. Ils sont littéralement possédés sans toutefois le savoir. Parce qu'en fait, choisir d'être un athée, choisir de ne pas croire, c'est leur ouvrir grand les portes. À la base, un athée, c'est un individu qui, dans une très grande mesure, est d'une mauvaise foi très très profonde, mais alors très profonde. Bon, mais c'est un autre thème. Je crois là on arrive au commentaire qui apparemment sera très intéressant. Elle est tenace, Sofiaha. J'imagine c'est une gynophore, je parierais. Et j'étais heureux de remarquer qu'en fait vous lui avez déjà dit ce qu'il y avait à dire. Vous lui avez répondu plutôt bien et avec beaucoup de calme, sincérité, disons comme ça, de façon très raisonnable. Mais disons donc le premier commentaire de Sofiaha. Sofiaha, j'espère que tu auras l'occasion d'écouter ce métacom. Voilà, vu en entier, vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Déjà, cette première phrase est très intéressante. Sofiaha, c'est la première fois qu'elle commente, mais elle affirme déjà vu en entier. C'est-à-dire que elle s'arroge le droit, par exemple, d'une certaine vision globale, par exemple, de ce que j'ai déjà eu à faire, mais je doute qu'elle ait déjà eu la possibilité de regarder ou d'écouter toutes mes vidéos, tous mes podcasts. Et du coup, il est littéralement impossible qu'elle puisse justement avoir une vision globale. Mais seulement, elle s'en réclame. Voilà, vu en entier, vous dites n'importe quoi. Vous encouragez les hommes à être seuls et à ne pas aimer alors que Dieu veut qu'on développe notre amour. C'est justement avec un homme pour les femmes et avec une femme pour les hommes qu'on apprend à faire abnégation à soi-même. Regarde un bébé, on apprend à aimer sans rien attendre en retour. Quand on donne, on aime. L'exemple qu'elle donne là, c'est un exemple qui vaut pour les gynophores, mes chers amis. Donc, attention aux ruses des gynophores. Et clairement, là, malheureusement, c'est une personne qui dit servir l'Éternel. Mais seulement, vous voyez, son approche déjà est une approche qui est empreinte de mauvaise foi. De mauvaise foi. Faites attention aux mots, il y a des mots-clés. Déjà, elle commençait par dire « vue en entier », alors qu'il est impossible qu'elle ait une vision entière ou globale du travail que je fais, n'ayant certainement jamais pu voir toutes mes vidéos. Et puis là, elle regarde un bébé, elle donne l'exemple d'un bébé. On apprend à aimer sans rien attendre en retour. Sauf que là, c'est quelque chose qui s'applique justement aux gynophores. Les gynophores sont les seuls qui ont besoin de procréer pour pouvoir être capables d'aimer. Et c'est précisément pour ceux qui ont justement eu à voir beaucoup de mes vidéos, vous comprendrez que c'est précisément pour cette raison que c'est les gynophores, que c'est les femmes qui doivent accoucher et non les hommes. Ce n'était pas un hasard, mais alors pas du tout. C'est facile d'aimer des inconnus, là je continue son commentaire. C'est facile d'aimer des inconnus, ils vous font piquer, ils ne vous font pas de piquer sur vos défauts. En étant seul, vous pouvez... attention, Sophia, là encore c'est un autre mensonge qui est déguisé.
elle suggère par exemple par cette phrase que les hommes ici préféreraient des inconnus, je ne sais pas, éviteraient de se marier, peut-être parce qu'ils ne voudraient pas qu'on les pique sur leurs défauts. Sauf qu'en réalité, en général, les androphores, les hommes aiment bien les personnes qui leur donnent des opinions, comment dire, objectives sur leurs défauts. Quand bien même au départ, ça peut déclencher des colères. Après, ils reviennent très simplement à la raison. La plupart du temps, tel que par exemple, si je peux me permettre de citer par exemple le commentaire de tout à l'heure de Mokhtar. Et pourquoi? Parce que les hommes, ils aiment bien s'améliorer dans cette poursuite des idéaux. Le problème aujourd'hui, c'est que les gynophores utilisent, lorsqu'elles sont dans un ménage, utilisent la connaissance qu'elles ont des défauts de leur mari pour les manipuler, pour en faire des marionnettes. C'est ça le problème. C'est vraiment cela le problème. Elles utilisent les faiblesses des hommes justement pour les manipuler, avec la menace toujours constante que si ils ne voulaient pas obtempérer, s'ils se refusaient de faire les choses comme elles le désirent, elles pourraient soit le quitter ou alors le tromper. Et elles sont parfaitement conscientes du fait que la société soit biaisée en leur faveur. Et du coup, elles n'hésitent pas à manipuler les hommes de cette façon, leur mari. Et elles continuent. En étant seul, vous ne pouvez pas vous travailler pour améliorer votre caractère. Vous poussez les hommes à aller vers des prostituées qui, elles, vivent mal ces situations. Vous poussez à la polygamie, vous devez prier. Mais non, Sophia, en réalité, je crois que c'est toi qui devrais prier. Parce qu'en réalité, si tu es certainement une adulte, et de ce que je peux comprendre, tu es orienté vers la spiritualité. Sauf que, comme la plupart des ouailles, des adeptes de ces grandes religions, tu es pleine de mauvaise foi, de beaucoup de mauvaise foi. Un homme, les personnes qui ne peuvent pas améliorer leur caractère étant seules, c'est les gynophores. C'est simplement les gynophores. Et c'est précisément les raisons pour lesquelles, justement, le Créateur a prévu qu'elle soit sous la supervision, justement, d'un androphore. Et là, nous sommes vraiment en train de parler de spiritualité profonde, ma chère. Attention, ce n'est pas pour dire qu'elles sont inférieures aux androphores. Non, absolument pas. Elles ne sont pas inférieures. Pas plus que ne le serait, par exemple, votre fils. Votre fils, c'est votre fils, c'est votre enfant. C'est un ignorant à côté, comparé par exemple à l'étendue des savoirs que vous avez. Il est faible, il est frêle, il est fragile. Mais seulement, il ne vous est pas inférieur. Absolument pas. Vous êtes sur le même point d'égalité, sur le même pied d'égalité aux yeux du Créateur. Il en est de même, sauf qu'il y a une différence fonctionnelle entre les deux. Il en est de même pour, justement, les gynophores. Seules, elles ne peuvent simplement pas s'améliorer. Elles ont besoin justement d'un androphore pour les superviser, pour les guider, mes chers amis. Par contre, les androphores, si. Les androphores y arrivent simplement parce qu'ils sont plus proches du Créateur. Parce qu'ils sont plus proches du Créateur. Et c'est pour cette raison que c'est pas les androphores, mais les gynophores qui doivent donner la vie. Et c'est une chose que... c'est quelque chose que je suis encore en train de développer, mais j'y travaille, mais alors très assidûment. Et je suis en train de préparer une, comment dire ça, entre guillemets, une petite surprise qui, d'ici la fin de cette année justement, de cette année qui commence, vous enchantera, littéralement. Mais continuons ce commentaire. En étant seul, vous ne pouvez pas travailler, donc justement là c'est absolument faux. Et Sophia de me recommander justement de prier. D'accord, Sophia, je ne manquerai pas de le faire. Bon, mais il y a déjà Zach PPPB qui lui répond: pourquoi ne pas aller faire la vaisselle ou regarder une série Netflix au lieu de tenter de faire la leçon à une personne éminemment plus intelligente que chère Sophia? Bon, d'accord. Zach PPP, bon, ne disons pas ça à Sophia, elle pourrait vraiment le prendre mal. Et donc, ensuite, et Sophia de répondre: si l'homme ne veut plus être avec la femme, alors il ne s'améliorera pas spirituellement. Non, tu te trompes, Sophia, tu te trompes, mais alors
complètement. Et c'est la fin de la société. Vous croyez que Dieu... En réalité, la fin de la société, ce qui est en train de porter à la destruction de la société, c'est d'abord l'erreur qu'ont commis les hommes de donner du pouvoir aux gynophores, de leur donner du pouvoir. Un pouvoir que, visiblement, elles sont incapables de gérer, d'assumer. Si vous donnez le pouvoir à une personne qui n'a pas de bonne foi en elle, ce pouvoir ne lui servira qu'à faire le mal, qu'elle en soit consciente ou pas. Et c'est précisément ce qui se passe là. Si la société est en train d'être détruite, ce n'est pas parce que les hommes, les androphores, commencent à abandonner les gynophores. Non, absolument pas. C'est parce que les gynophores, dans leur amour démesuré, immodéré pour le matériel, poussent justement les androphores à faire de plus en plus de bêtises pour pouvoir leur procurer du matériel. Tout simplement. Une façon assez simple, assez immédiate de le démontrer, mes chers amis. Vous tous, vous conviendrez avec moi que partout dans le monde, on parle de crise économique. Une crise économique qui, dans une très grande mesure, est une crise d'endettement. Pas besoin de dire en quoi ça consiste, ou bien pas besoin d'être un économiste pour dire que en fait, les personnes dépensent trop. Les personnes contractent trop de dettes. Des dettes pour la... Il y a même certaines dettes, comment ça s'appelle? Dettes, crédit au... pardon, le terme il m'échappe. Bref, c'est des sommes d'argent que des personnes prennent simplement pour dépenser comme ça. Pour dépenser ce fric comme ça. Crédit à la consommation, peut-être quelque chose du genre. Malheureusement, je n'ai pas le terme technique. Donc, la crise économique dans laquelle le monde verse est une crise de l'endettement. Qui est le principe de l'homme et de la femme, de l'androphore à la gynophore? Qui est principalement responsable de cette crise de l'endettement? On pourrait trouver une réponse en trouvant par exemple qui dépense le plus. Et pourquoi? Qui dépense le plus? Mais les hommes mariés, dites, répondez-nous donc. Essayez donc, chacun de vous connaît certainement plusieurs couples mariés et chacun de vous peut faire une petite enquête scientifique pour répondre à cette question. Et vous verrez que dans la plupart des couples, c'est la gynophore qui déclenche des dépenses, qui détermine les dépenses. Peu importe les raisons qui déterminent les dépenses. Et je vous garantis que si on creusait encore un peu plus, vous verrez que dans ces dépenses-là, il y a peut-être qu'un pourcentage de sains comme ça, de dépenses qui sont des dépenses faites pour l'indispensable. 95% c'est pour des bibellots. Donc si les gynophores sont les premières responsables des dépenses, elles sont forcément aussi responsables de la crise d'endettement. C'est assez logique. Et lorsqu'à côté de ça, vous ajoutez le fait qu'en réalité, elles gagnent en général moins. Pas parce que nous vivons dans une société patriarcale qui ne leur donnerait pas la même somme pour le même travail, mais tout simplement parce qu'elles ne produisent pas, elles ne fournissent pas la même... elles ne peuvent pas fournir le même effort, donc elles ne peuvent pas avoir les mêmes rendements. C'est bien pour cela. Donc là, nous avons des personnes qui produisent de loin moins qu'elles ne dépensent. Et forcément qu'on finit par heurter, par aller, on finit droit dans une crise de l'endettement, on finit dans une crise économique. Comprenez-vous donc, chère Sophie Haha? Donc, si les femmes sont ainsi les premières responsables, de l'endettement et donc de la crise économique, elles sont de la crise économique qui détruit la société, elles sont les premières responsables justement de cette destruction. Et puis à côté, vous allez voir les cadeaux qu'elles poussent les hommes, les androphores, à leur faire. Et justement, les méthodes ne manquent pas.
Beaucoup vous diront par exemple, moi je n'ai jamais demandé comme ça à mon homme de me faire des cadeaux. Mais bien sûr, nous savons quelles sont vos méthodes. C'est une violence qui est passive. Elles ne le disent pas comme ça, mais les moyens ne manquent pas. Les moyens ne manquent pas. Quand vous pensez par exemple à ce rituel à la con, permettez l'expression, ce rituel à la con qui consiste à dépenser carrément une somme d'argent pour un caillou. Pour un caillou, mes chers amis. C'est terrible. C'est terrible. C'est carrément, c'est ahurissant. Donc, ce n'est pas parce que les endophores choisissent de rester loin des gynophores que la société tend à disparaître, la société s'effondre. C'est bien parce que les gynophores ont exigé, ont réclamé un pouvoir qu'elles n'avaient pas assez de bonne foi pour pouvoir gérer sagement, pour pouvoir orienter vers le bien. Donc, nous continuons. Darkseid qui répond aussi à Sophiaha. Sophiaha, la femme de nos jours n'apporte rien à l'homme à part du sexe de temps en temps. Merci Darkseid. De temps en temps. Donc en réalité, il fut un temps où un homme, lorsqu'il se mariait, il savait au moins que chaque soir, lorsqu'il rentrait, il avait certainement cette possibilité justement de se connecter, d'avoir ce contact intime qui lui fait tant de bien. Et ces hommes-là, c'est clair que c'était des hommes puissants, parce qu'ils avaient la possibilité de se ressourcer chaque jour. Ils rentraient à la maison, il y avait cette femme qui les attendait, cette épouse aimante, loyale qui les attendait, et qui les mettait aux petits soins. Et le lendemain, ils repartaient à la tâche encore plus fort. Ces hommes-là ne peuvent pas être manipulés, mes chers amis. Et c'est pour cette raison que Iblis avait besoin de détruire justement la famille. Aujourd'hui, le mari, lorsqu'il rentre à la maison, en fait, elle est autant fatiguée que lui. Elle est autant fatiguée que lui. Sauf qu'à la différence que, quoique les deux soient très fatigués, lui en général davantage, il doit encore souffrir d'écouter, d'être à l'écoute de sa femme parce qu'elle est très fatiguée. Donc, en fin de compte, il n'est même plus capable de se reposer. Et malheur à lui, s'il ose prétendre qu'il n'a pas assez d'énergie pour l'écouter ou bien pour prêter attention à ce qu'elle a à lui dire. C'est terrible, n'est-ce pas? C'est vraiment terrible. Non, Sophia, c'est pas les endophores qui détruisent la société, certainement pas. Continuons avec Darkseid. De temps en temps, quand elle veut bien lui en donner, et pour le manipuler, j'ajouterais, écoute, très cher en cas de divorce, mais alors très cher. En fait, ils perdent en général tout. L'homme se retrouve sans logement et la moitié de ses biens saisis parce que madame a trouvé une meilleure option. Merci pour ton contrat pourri, garde-le. Mais absolument, mais garde-le. Mais garde-le. C'est si que justement, Darkseid, pardon, vous perdez tout. Vous perdez littéralement. Et là, vous pouvez dans cette façon par laquelle les tribunaux gèrent, décident du sort des hommes, vous pouvez comprendre à quel point le mal, justement, dirige, domine dans cette société-ci. Parce qu'en général, quelle est l'excuse pour laquelle on prive ainsi l'homme de la possibilité d'interagir avec ses enfants? Pour quelles raisons dit-on que les enfants doivent aller avec la femme? Parce que normalement, c'est la mère, les enfants, ils ont besoin de la tendresse maternelle. Mais ce qu'on ne précise pas, et celle-là, c'est justement la stratégie préférée du malin, disons ça comme ça, d'Iblis, une once de vérité avec une montagne de mensonges. Ça fonctionne mieux. C'est-à-dire, il est vrai que dans les premières années de la vie d'un être humain, il a beaucoup plus besoin des soins maternels de la mère. Forcément, parce que c'est son réservoir de bouffe. Elle a les poches de lait. Mais le problème, c'est quoi? C'est que cette période de temps-là ne peut pas dépasser 5 ans, disons, soyons généreux, disons 7 ans. Au-delà de 7 ans, à partir de 7 ans, un enfant, en réalité,
devrait même ne plus être trop attaché à sa mère. Et en cas de divorce, on ne saurait prétendre que parce qu'il a un enfant à seulement 7 ans, qu'ils doivent absolument aller avec sa mère. Non. Les deux devraient, à partir de ce moment, devraient être mis sur le même point d'égalité. C'est-à-dire, déjà, l'enfant devrait pouvoir choisir, ou alors, l'homme devrait pouvoir avoir autant de chances d'avoir la garde de cet enfant-là, qui a déjà 7 ans. Absolument. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, tant que les enfants sont mineurs, ils doivent forcément être avec la mère. Et vous avez le monsieur qui doit, entre-temps, quitter la maison. Il doit essayer de trouver, il doit verser une pension alimentaire chaque mois jusqu'à la majorité. Mais mes chers amis, tout ça, c'est fait pour les détruire. C'est fait pour les détruire. Et ce n'est pas pour déplaire à ces gynophores. Puisque, dites-moi, avec une telle possibilité-là, c'est littéralement Iblis, c'est littéralement Lucifer qui fait comprendre justement aux gynophores qu'en réalité, mes chers amis, pourquoi donc lutter pour maintenir votre union matrimoniale? Si vous foutez ce type à la porte, vous aurez après votre salaire, vous aurez une pension alimentaire, vous aurez la maison pour vous, vous avez déjà procréé, donc votre horloge biologique ne vous emmerde pas. Et plus intéressant encore, vous serez libre. Mais mes chers amis, pouvez-vous voir le mal? Pouvez-vous voir justement à quel point Lucifer a plusieurs moyens pour dire aux gynophores, vous le valez bien. Vous connaissez bien cette phrase, vous le valez bien. Ils adorent ça. Continuons. Et Sophia a hâte de répondre à Darkseid. La meilleure option de quoi? En cas de divorce, la majorité ne divorce pas. Bon, déjà, la majorité des couples ne divorcent pas. Ce n'est pas non plus faux, mais disons déjà que dans la plupart des divorces, 70 en considérant tous les divorces, 70%, c'est les gynophores qui les demandent. Il n'y a qu'un petit nombre qui demande le divorce, peut-être parce que l'homme aurait été violent, qui est pour moi la seule raison pour laquelle une femme serait en droit de demander le divorce, c'est-à-dire que son mari est intenté justement à sa vie. Pardon. Mais à côté de ça, c'est ce grand nombre d'individus qui ne divorcent pas. Tenez-vous tranquille, mes chers amis, ils vivent un calvaire. Un calvaire. Ils vivent un calvaire dont la seule issue, en fin de compte, est simplement la mort quand arrive leur dernier jour. Ils vivent un calvaire. Et je crois que l'un des points sur lesquels je voudrais, à l'avenir, je commencerai à travailler, c'est d'exhorter littéralement ces hommes mariés-là, d'avoir le courage, au nom du Créateur, au nom de la nécessité, de lutter pour sauver justement ce monde. Essayez au moins, disons essayez, pour au nom justement de la prochaine génération, que ces hommes mariés-là, ils devraient commencer à avoir le courage de dénoncer, de dire précisément ce qu'ils vivent. Beaucoup ne le font pas parce qu'ils, malheureusement, le cerveau a cette capacité-là, c'est-à-dire s'hypnotiser. Ils se refusent de voir. Ils ont peur d'être abandonnés. Ils ont peur qu'elle les trahira. Je crois qu'il sera temps, mes chers amis, que vous commenciez à... Là, je m'adresse aux hommes mariés à dire, à avoir le courage, même de façon anonyme, de dire ce que vous vivez. Les mensonges, les manipulations, dont elles font la preuve chaque jour, parce qu'elles le font de façon très très naturelle. Continuons avec Sophia qui répond à Darkseid. En cas de divorce, la majorité ne divorce pas. Par contre, bien sûr qu'on apporte juste le fait que grâce à nous, vous allez pouvoir apprendre à aimer mieux. Enlevez complètement cette idée de votre esprit, Sophia. En fait, je crois qu'en réalité, vous êtes parfaitement consciente que ce n'est pas le cas. Vous essayez tout simplement de manipuler. Vous essayez tout simplement de manipuler. C'est ce qu'on appelle aussi dans le jargon le language shaming language. C'est-à-dire que elle essaye, par exemple, de huer, de dire
de dire par exemple, de faire croire aux hommes que en réalité, ils n'auraient la possibilité d'apprendre à aimer qu'en étant avec une femme, avec une gynophore, ce qui est absolument, mais alors absolument faux, mes chers amis. Et la preuve la plus simple est dans la nature, mes chers amis. Regardez, observez la nature. L'homme, l'homme, par exemple, n'a pas de contact, ce contact avec sa progéniture, le contact que la femme a, par exemple, du fait de la gestation. Par contre, il réussit à développer un amour tout au moins aussi puissant que celui de sa femme à l'égard de leur progéniture. En réalité, c'est un amour plus puissant même, plus puissant. Je vous ai parlé dans certaines vidéos par le passé du stress postpartum. C'est-à-dire que ce stress que certaines femmes ont, beaucoup de femmes ont, qui parfois les pousse à avoir un instinct meurtrier à l'égard de leur progéniture. C'est-à-dire qu'elles ont envie de faire du mal à cette créature à peine née. Une chose qui n'existe pas chez les hommes. En fait, les gynophores, quand elles vivent ce stress postpartum, c'est tout simplement leur naturel qui revient au galop. Tout simplement. Tout simplement, c'est leur naturel qui revient au galop. L'homme, par contre, il n'a pas besoin d'avoir eu à porter dans son sein cette créature pour pouvoir l'aimer. Non, non, il n'en a pas besoin. La preuve que justement, seul déjà, il est capable d'amour. Seul, il est capable d'amour. Seul, il est capable d'amour. Et ça, c'est l'une des choses que j'affirme c'est-à-dire avec une stricteté maximale. Mais alors, maximale.